Bonjour, il est 11 heures dans quelques secondes. Je vous propose que l'on démarre le quatrième webinaire. Alors, ça serait bien que quelqu'un qui est connecté actuellement me confirme qu'effectivement, vous m'entendez bien. Ce qui est le meilleur moyen de vérifier si c'est bon. Ah, merci. Merci Véronique, le son est bon, voilà, parce que il y a rien de pire que de faire un webinaire et qu'il n'y ait pas le son. Donc, bienvenue au quatrième webinaire des Ecos Concept, dont le thème aujourd'hui est comment transformer vos experts métiers en véritables formateurs. Donc, je suis Jérôme Boquet, j'ai fondé et je dirige Ecos Concept, et aujourd'hui, je vais partager avec vous des retours d'expérience. Donc, on est sur un webinaire, donc c'est moi qui vais présenter les éléments, mais vous avez le chat dans lequel vous pouvez effectivement interagir, et d'ailleurs, à plusieurs occasions, je vais vous solliciter. Vous avez aussi un endroit sur Livestorm où vous pouvez poser une question. Et puis, cette présentation va être enregistrée. Donc, il y a des personnes, et moi, c'est aussi beaucoup mon cas, qui vont le voir en replay. N'hésitez pas après à poser des questions sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Mon objectif ce matin n'est pas d'être exhaustif, mais un peu de partager le retour d'expérience. Donc, pour ceux que cela intéresse, voici les 3 précédents webinaires que j'ai enregistrés, qui sont disponibles sur notre plateforme YouTube. Le premier, c'était renforcer les pratiques des formateurs et concepteurs internes. Le deuxième, sur la gamification pédagogique et la bonne utilisation du jeu ou des principes du jeu dans la formation. Et le troisième, sur accompagner vos relais. Et si on regarde le premier et le troisième, j'ai commencé à parler des experts métiers, mais là, aujourd'hui, je vais focaliser sur les points importants concernant les experts métiers, qui sont des gens formidables, mais qui, quelquefois, sont assez loin d'être des formateurs efficaces. Et donc, l'objectif aujourd'hui va être de voir par quelle démarche, comment faire pour transformer des experts métiers en véritables formateurs, sachant que, tout de suite, je précise, il y a beaucoup d'experts métiers qui sont de véritables formateurs, ou de véritables formateurs qui sont des experts métiers. Donc, il va y avoir 5 parties, un peu de pub sur Ecos Concept, ce que c'est qu'un véritable formateur, le constat sur ce qu'on appelle expert métier ou que les Américains appellent un SME, et puis la réalité que moi j'ai constatée, et puis quelques idées, quelques astuces, quelques principes pour réussir la transformation. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment dans le chat à poser des questions, je le regarderai, et puis soit je répondrai au fil de l'eau, soit je répondrai à un moment donné. Ce que je vous propose, c'est que je vais présenter des éléments, et puis je ferai régulièrement des arrêts pour permettre que l'on échange. Alors, Ecos Concept, on existe depuis quelques années, on est conseil en formation, et je vous ai mis en jaune les éléments qui nous ont amenés à rentrer en contact avec des experts métiers. Donc déjà, dans toutes les formations, ateliers et séminaires, on intervient sur le changement, le projet, le management et la formation de formateurs. Et dans les formations de formateurs, il y a beaucoup d'experts métiers qui viennent se former. On fait aussi beaucoup de conception pédagogique avec tout un tas de clients. Et c'est là où on est amené dans la conception à intervenir avec des experts métiers ou à fournir à des experts métiers des kits pédagogiques qu'ils vont ensuite utiliser. Vous avez au milieu les accompagnements que l'on réalise, et je vais effectivement, partant de cette expérience, vous donner un certain nombre d'astuces, de points de repère et de bonnes pratiques. Et puis, j'ai aussi créé avec Youno un SPOC. J'en ai créé 3, mais il y a un SPOC sur la formation de formateurs. D'ailleurs, il y en a un qui a lieu en ce moment où j'ai 18 personnes. Et sur les 18 personnes, certains sont des formateurs et d'autres sont des experts métiers. Ah, Géraldine me dit le son devient moins bon. Alors, je vais peut-être un SPOC. Alors, Gaël demande, c'est quoi un SPOC? Alors, vous avez le principe du MOOC. Donc, le MOOC, c'est un ensemble de vidéos pendant 4 à 6 semaines qui sont disponibles. Et chaque semaine, on regarde les vidéos. On a en général à la fin un quiz. Et puis, dans certains cas, il y a des activités qui sont corrigées par les pairs. Et puis, il y a un forum sur lequel on peut poser des questions. Le principe du SPOC, le principe du SPOC, c'est d'avoir un MOOC avec le formateur qui va accompagner, tutorer, répondre aux questions. Et par exemple, dans le SPOC que j'anime avec Youno,
Quand les apprenants posent des questions, j'y réponds. Quand ils font un exercice, je le corrige dans le sens, je donne des éléments, je vais plus loin. Et puis, on a des classes virtuelles dans lesquelles on échange et on partage. Voilà pour vous dire ce que c'est qu'un SPOC. Et puis, en termes de social learning, j'ai créé il y a 3 ans un meet-up qui s'appelle Réinventer la formation en présentiel, qui a lieu sur Paris à peu près tous les 6 semaines ou tous les 2 mois, et dans lequel on anime différents ateliers, ce qui permet d'échanger avec la communauté pédagogique. Alors, on intervient avec beaucoup de clients très différents, donc je vais anonymiser la plupart de mes exemples, mais quand on intervient dans la distribution, dans le retail, ou quand on intervient dans l'industrie, ou quand on intervient dans les services, ou dans les administrations, on n'a pas forcément les mêmes experts métiers. D'accord ? Alors, maintenant, démarrons sur la situation actuelle. Ce que l'on constate, on recherche maintenant, toutes les organisations recherchent des formations efficaces et utiles. Alors, on recherche maintenant, ça a toujours été le cas, mais véritablement, c'est une demande, et pas simplement d'avoir des formations où à la fin, les apprenants sont contents d'être venus, mais des formations dans lesquelles il y a un apprentissage qui est fait, et on remarque après sur le terrain un transfert, c'est-à-dire effectivement, il y a eu un impact de la formation concernant les pratiques au quotidien. Et dans l'idéal, on souhaite qu'il y ait des résultats. Donc autrement dit, on est passé de la formation pour former à de la formation qui va être pour un bénéfice pour l'organisation, le management et les apprenants. Et finalement, on a vu une disparition des formations théoriques. D'ailleurs, le digital est formidable parce que le digital a complètement ringardisé les formations théoriques. Parce qu'après tout, pourquoi venir en salle si c'est pour écouter quelqu'un qui parle pendant toute la journée? Et on est maintenant passé sur des formations dans lesquelles on veut de l'apprentissage et du transfert. Et la solution logique, c'est de se dire, on va s'appuyer sur des experts externes qui vont amener leurs compétences extérieures, mais aussi s'appuyer sur des experts internes. D'où le fait que moi, j'ai vu apparaître ces dernières années, de plus en plus, on va s'appuyer sur des experts du métier, sur des experts du sujet, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça soit efficace. Alors, c'est logique, mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Donc, alors, je regarde et je vois effectivement, merci à ceux qui aident les autres personnes à se connecter et autres. Alors, moi, ce que j'appelle un véritable formateur, et c'est important, c'est que le véritable formateur, c'est ni un conférencier, ni un présentateur de slides, ni quelqu'un qui raconte des histoires, ni quelqu'un qui montre. Hein. Alors, d'après vous, je vous propose de prendre quelques secondes pour me dire dans le chat, pour vous, c'est quoi un véritable formateur? Donc, je vous laisse quelques secondes. Alors, attention, un formateur peut par moment faire une conférence, avoir une séquence de conférences. C'est ce que je vais faire pendant ce webinaire. Mais pour vous, c'est quoi un véritable formateur? Donc, je vois un leader, il fait du feedback pédagogique, il guide les apprenants, il accompagne, il engage, coach, il accompagne. Voilà, je regarde, passeur d'expérience, de connaissances. Il crée de la réflexion, voilà, le principe réflexif. Un point d'accès, effectivement, il peut être un point d'accès, il conduit, il est facilitateur. Il s'adapte, ça c'est important. Enfin, tout est important, il met en place des conditions d'apprentissage, absolument. Hein, donc, vous pouvez continuer à écrire, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il transmet. Et on est bien dans transmettre, ce n'est pas ce que l'on dit qui est important, c'est ce qui reste, hein, qui est différent de présenter. Il aide à apprendre, donc il doit effectivement s'adapter. Voilà, il aide à la transposition, il crée un climat de confiance. Effectivement, hein, le cerveau, si j'ai associé à ce qui m'a été présenté, ce qu'on a vécu, une émotion positive, j'ai plus de chances de m'en souvenir et l'utiliser que si c'est une émotion négative. Mais ce n'est pas suffisant. Il construit des compétences et en partant de ce qui existe. Donc, on voit bien que le véritable formateur doit avoir plusieurs cordes à son arc. Alors, je me suis permis d'un peu formaliser. Voilà, il crée des activités. C'est quelqu'un qui va mettre en place un dispositif. Alors, et par exemple, sur 1 heure, le dispositif, ça va être plusieurs séquences. Et il va alterner entre, bien sûr, expert sur le sujet, mais qui dit expert sur le sujet, c'est pas forcément qu'il connaît tout, mais qu'il connaît suffisamment pour avoir fait le tri de ce qui est véritablement utile et de ce qui ne l'est pas.
Ça va être aussi un pédagogue, c'est-à-dire il va être capable de créer le transfert. Mais c'est aussi un chef de projet, c'est-à-dire être capable de faire le lien avec la demande du métier ou de l'entreprise dans la création de son dispositif. Il va aussi scénariser, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir que présentation, présentation, présentation. C'est aussi un animateur. Il va devoir animer des activités. C'est un guide. Alors, dans certains cas, il est devant. Dans certains cas, il va être à côté des apprenants. Dans certains cas, il va être derrière, en fonction de leurs expériences. C'est aussi, quelque part, un facilitateur. Après tout, quand on a des apprenants qui ont de l'expérience, autant partir de ce qu'ils savent déjà. C'est aussi un coach. Et très souvent, c'est le mouton à 5 pattes. Hein, ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle aussi le couteau suisse. C'est-à-dire, il doit être capable, en fonction du besoin dont il dispose et des apprenants, de mobiliser ces différents rôles. Or, très souvent, l'expert a été choisi parce qu'il est expert ou praticien de son sujet. Alors, dans certains cas, on a des experts qui ont ces autres rôles, et dans d'autres cas, on va dire qu'ils sont principalement experts. Alors, si on regarde les experts métiers, j'ai fait aussi une petite formalisation. Si on regarde, alors, on peut l'appeler l'EM ou le SMI. Alors, moi, je préfère appeler le SMI parce que j'ai l'habitude. Dans le digital, on utilise beaucoup le SMI. Alors, c'est le Subject Matter Expert, c'est-à-dire l'expert du sujet, de la matière. Alors, comment est-ce qu'on le sélectionne? C'est soit un expert du sujet et ou du métier. On peut avoir les deux. Des gens qui connaissent très très bien le sujet ou des personnes qui ont beaucoup pratiqué le métier. Donc effectivement, ils pratiquent, ils connaissent le contexte, ils ont de l'expérience, ils ont vécu des trucs. Et c'est vrai qu'il y a 5 grands bénéfices. Ils ont souvent une connaissance approfondie du sujet. Alors, ces bénéfices ne sont pas toujours présents. Hein. Ils ont pratiqué ou ils pratiquent les éléments que les apprenants doivent utiliser. Ils ont connu des situations. Et puis, normalement, ils ont pris du recul. Et puis, normalement, ils ont identifié ce qui est réellement utile. On les voit principalement dans les stages, les ateliers, beaucoup dans la formation en situation de travail, ce qu'on appelle la FEST, dans l'accompagnement de terrain. Enfin, ils sont extrêmement sollicités. Et moi, ce que je constate, c'est ces dernières années, on les recherche de plus en plus et beaucoup d'organisations créent des universités, des académies, des écoles internes en partant d'experts métiers parce qu'après tout, ils connaissent l'environnement, ils connaissent les outils, ils connaissent les bonnes pratiques et ce sont les personnes les plus adaptées. Alors, moi, j'ai identifié… Alors après, volontairement, le but n'est pas d'être exhaustif, c'est un peu de partager ma vision, puis après, on va arriver sur comment faire. On les rencontre dans 4 grandes situations. Ils vont animer des modalités sur leur sujet. Alors, ça peut être 1 heure, une journée, une semaine, mais ils sont sur leur sujet. Et puis, quelquefois, on leur demande d'aller animer sur d'autres sujets que leurs expertises. Et là, pour certains, c'est un peu compliqué parce qu'ils basent toutes leurs animations sur leur expertise. Et puis, à certains moments, ils vont être sollicités pour concevoir une modalité, une vidéo, un parcours pédagogique. Et puis, dans certains cas, et moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux, ils vont être intégrés dans un parcours de conception en tant qu'experts. Et dans ces 4 situations, ça va être important, si on veut les faire progresser, de mettre en place une vraie démarche d'accompagnement. Alors ça, c'était la situation, mais la réalité, quelquefois, elle est un peu différente. C'est que oui, effectivement, l'expert métier, il a de l'expérience. En plus, c'est un collègue, donc souvent, les apprenants l'apprécient. Il a des exemples concrets, des exemples réels, mais en même temps, le retour des apprenants, c'est quelquefois, il en dit trop, il présente trop, il s'adapte peu, il raconte beaucoup d'histoires. Les apprenants trouvent qu'il est formidable, mais après sont déçus parce que rencontrer quelqu'un de formidable ne vous rend pas formidable. Mais surtout, il y a 2 points importants, c'est que souvent, il y a un faible transfert. Et puis, la formation se transforme en réunion de travail. Et la grande évolution que je peux voir, c'est qu'avant, quand on venait en formation, après tout, on pouvait se déconnecter de son environnement professionnel. Pendant 1 jour ou 2, on pouvait se dire, après tout, si j'apprends rien, c'est pas si grave. Sauf que maintenant, on a beaucoup de travail et pendant qu'on est en formation, le travail nous attend. Donc, alors qu'avant, on pouvait dire, c'est pas terrible, mais c'est un collègue, il est sympa, puisqu'il dit, c'est pas inutile. Maintenant, on voit que même si on est collègue, un expert métier, dans les évaluations de fin de formation, il va être remis en question et quelquefois, ils comprennent bien qu'ils ne font pas exactement ce qu'il faudrait, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont capables de mettre en œuvre ce qui va être utile.
Et donc, le constat que j'ai remarqué, c'est que souvent, les organisations font une confusion entre ancienneté, expérience et expertise. On peut être là depuis 20 ans et avoir beaucoup de choses à dire, comme être là depuis 20 ans et avoir peu de choses à transférer. Euh, peu d'experts métiers s'engagent dans la formation parce que souvent, soit ils ont essayé, soit ils ont vu leurs homologues qui ont essayé, qui ont démarré et qui se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une faible reconnaissance. Il y a encore beaucoup de moments où l'expert métier qui fait de la formation, c'est en plus de son activité. Et toutes les organisations qui ont mis en place des académies où on dédie du temps à la formation, ça se passe beaucoup mieux. Souvent, ils dépensent beaucoup d'énergie à faire passer leur sujet. Ils tiennent leur sujet à la force de leur énergie. Et à la fin de la journée, ils sont lessivés. Les apprenants n'ont pas forcément appris, donc ils se disent tout ça pour ça. Il y a aussi des experts métiers qui ont passé beaucoup de temps à créer leur support pédagogique, du style une demi-journée, 300 slides, et après ils se rendent compte que le temps qu'ils ont passé, ça ne sert à rien, donc ils arrêtent. Et puis, quelquefois, le constat, c'est qu'on a du mal à les faire sortir de leur sujet d'expert. Est-ce que vous voyez d'autres constats de difficultés en ce moment concernant les experts métiers? Allez-y. Parce que l'intérêt du webinaire, c'est que je présente des éléments, mais c'est qu'on ait aussi un partage des personnes présentes. Ah. Donc, je vois qu'il y a des gens en train de taper. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que pour l'instant, tout ce que je vous dis, ça vous parle? Incapacité à vulgariser, ouais. Validation des affestes, oui. Savoir, oui. Souvent très peu pédagogues, ou en tout cas, ils ont l'impression que la pédagogie consiste uniquement à présenter ou à montrer ce que l'on fait à la vitesse qu'on a aujourd'hui. Souvent, ils ont peu de connaissances des outils technologiques, voilà, peu de temps disponible, c'est une réalité. Et après tout, quelqu'un qui anime une journée par an, qui anime une fois par an une journée, faible interaction. C'est vrai que quand on regarde, souvent, c'est très... je parle à chaque personne et quand on me pose une question, je réponds tout de suite. Oui, souvent, ils sont très pris dans leur sujet et ils ne voient pas à quel moment ils présentent leurs connaissances. Oui, et souvent, ça part d'un bon sentiment. On a l'impression que c'est la meilleure façon de fonctionner. Alors, maintenant, ce qui se passe, alors le problème que nous rencontrons, oui, ils ne savent pas formuler. Tout est important et ils présentent plein de sujets, ils font des digressions. Et pour un peu d'avoir un apprenant dans le groupe qui pose des questions, ils ont l'impression qu'en ayant répondu à ces questions précises, ils ont formé. Donc, ils ont transformé la modalité de formation en réunion de travail. D'accord? Alors, souvent, la réponse, qui n'est pas mauvaise, c'est une formation de formateur. C'est-à-dire, on leur apprend à définir des objectifs pédagogiques, à scénariser, à réaliser un support, et tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je suis intervenu avec un groupe d'experts métiers qui avait été formés à la formation, et ils avaient compris la notion d'objectif pédagogique. C'est juste que dans des formations d'une demi-journée, ils avaient mis 22 objectifs pédagogiques. Donc, ils essayaient de faire rentrer leurs 22 objectifs pédagogiques. Donc, c'était juste mieux qu'avant, mais il n'y avait pas eu de réflexion sur comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on transfère. Donc, ce qui va être important, c'est bien évidemment une formation de formateur, mais de réussir la transformation de leur pratique. Et quelquefois, c'est 2-3 éléments, et quelquefois, ça va être plus long. Donc, si on veut réussir une transformation, ce n'est pas simplement une formation. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce webinaire « Transformer vos experts métiers en véritables formateurs ». On va bien travailler sur le fait qu'on veut faire évoluer des habitudes et des repères qui ont fonctionné dans le passé. Que tout n'est pas forcément à jeter. D'ailleurs, très souvent, quand on regarde, il y a plein d'excellentes pratiques. Il y a juste quelques points qui ne vont pas. Et puis, on va renforcer ce qui est utile. Après tout, un expert métier qui intervient une fois par an, une journée, on ne va pas lui demander 15 jours de refonte de son programme pédagogique. Et l'important n'est pas de faire une formation de formateur. L'important, c'est d'accompagner l'expert métier dans le fait qu'il va retrouver une sécurité qu'il avait avant et qu'il va se retrouver plus efficace et se dire finalement, je m'épuise moins, ça fonctionne mieux, donc je continue. Et si on regarde une grande démarche de transformation, moi j'ai identifié dans les formations changement que l'on anime qu'il y avait 4 grands moments. Et donc, la suite de la présentation va être autour de ces 4 grands moments, sachant que ces 4 grands moments, c'est purement des repères, mais on va avoir d'abord cadré,
quel est le besoin de transformation. Ensuite, comment associer les experts métiers dans cette démarche. Comment ensuite je l'accompagne, comment je la manage et surtout comment je la stabilise. C'est-à-dire comment je fais en sorte que les experts métiers se sentent en sécurité, en confiance et qu'il n'ait pas la tentation face à un groupe de revenir à ce qu'ils avaient déjà l'habitude de faire. Donc, si on regarde, la première étape, alors qui est vraiment fondamentale, elle est valable dans le domaine de la formation, mais aussi dans tous les sujets. On a beaucoup d'organisations qui lancent des innovations managériales qui sont complètement floues, du style on va collaborer, on va digitaliser, on va simplifier. Donc déjà, on va regarder quelle est la situation actuelle, on part d'où, et quelquefois, il y a de très bonnes nouvelles. Puis, à quoi on veut arriver? Quels sont les écarts entre les deux? Quelles sont les causes? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque de compétences pédagogiques? Est-ce que c'est... Et puis, on va démarrer par des actions prioritaires. Quelles sont les formations sur lesquelles rapidement faire porter ces efforts pour que ça soit efficace? Et puis, quels sont les acteurs sur lesquels on va démarrer qui vont permettre, parce qu'ils réussissent, d'embarquer le reste des experts métiers? Parce que ce qui va donner envie à un expert métier de s'embarquer dans une démarche, c'est si un de ses collègues lui dit « Écoute, moi j'ai fait ça, et puis maintenant ça se passe beaucoup mieux ». Et puis on va aussi partir des moyens disponibles, parce que on va effectivement, si l'expert métier a quelques heures à m'accorder, je ne vais pas lui demander de modifier toute sa formation. On va peut-être simplement travailler sur comment réorganiser le juste nécessaire pour que ça soit efficace. Alors, je vais effectivement, d'après Andrea, il y a la problématique de la résistance à ce changement. Donc, une fois qu'on a cadré, et c'est intéressant d'associer des acteurs, de rencontrer des experts métiers et de les écouter et de voir ce qui va pas et ce qui leur manque. Et la plupart des causes vont être au nombre de 3. Très souvent, ils ont été projetés à animer des formations sans être préparés ou accompagnés. Ils ont peu de recul sur leur pratique et peu de formalisation. C'est normal, ce sont des experts métiers, au quotidien, ils font. Souvent, ils ont une méconnaissance de la conception pédagogique, ils croient qu'il suffit de faire un support PowerPoint, et puis aussi, dans leur pratique, c'est soit on présente, soit on fait faire, soit on montre. Donc, première chose que l'on va faire, c'est déjà, on va réaliser un état des lieux des compétences réelles des experts métiers. Alors, je vous ai mis à droite les 4 étapes, on va dire, de développement des compétences. L'incompétence inconsciente, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». L'incompétence consciente, c'est « je sais que je ne sais pas, mais je ne sais pas forcément comment faire ». La compétence consciente, c'est « je sais faire, mais j'ai besoin d'y penser pour le faire ». Et la compétence inconsciente, c'est « je fais, et j'ai quelquefois oublié comment je faisais ». Et on va les faire travailler sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport à leurs compétences pédagogiques, où en sont-ils? Et on peut avoir des experts métiers qui savent animer de façon intuitive des formations, qui le font déjà, donc ils sont en compétences inconscientes. Par contre, dans leur pratique, il y a peut-être des choses à améliorer. Et là, dans ce cas-là, on va plutôt les amener à qu'est-ce que vous faites déjà bien, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et on va travailler sur 3 niveaux, qui sont la conception pédagogique, l'animation d'une formation et l'accompagnement des apprenants dans le fait qu'ils intègrent et qu'ils s'approprient ce qu'on a vu. Mais il y a un autre élément sur lequel je vous conseille d'aller, c'est aussi sur le sujet de la formation. Tous les experts métiers ne sont pas forcément des vrais experts métiers. Vous pouvez avoir un expert métier qui est un incompétent inconscient. Ça m'est arrivé qu'on me fasse travailler avec un expert métier et j'ai remarqué qu'il était incompétent sur son sujet, alors qu'il pensait être bon. Ce qu'il me disait n'avait aucun intérêt pour les gens sur le terrain. Et donc, on va travailler différemment parce qu'on va devoir faire en sorte de se dire, il faut peut-être déjà lui l'aider à se mettre à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être amené à travailler avec un incompétent conscient. Il vous dit, moi, j'y connais rien sur ce sujet, mais j'ai été sélectionné par mon organisation parce que je suis disponible. Ça arrive. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est conscient du fait que ce n'est pas son sujet de maîtrise et puis qu'il connaît du monde dans l'organisation. Après, on va travailler sur éventuellement le faire monter en compétence sur le sujet, mais au juste niveau. Pas forcément de devenir expert en quelques jours. Et puis, vous avez des fois aussi sur le sujet de la formation, des gens qui sont en compétences conscientes. Et ils vont arriver avec 500 pages de cours,
500 slides. Je rencontre beaucoup ça dans le monde des ingénieurs, où ils ont tendance à croire que la façon dont ils ont appris, c'est la façon dont le reste de l'humanité apprend. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont du contenu, mais quelquefois, il va falloir les aider à trier. Et puis alors, le grand classique, c'est l'expert qui a une compétence inconsciente sur son sujet et qui vous dit il faut tout présenter, il faut tout montrer, qui fait des digressions ou qui part du principe que c'est facile. Donc, on va effectivement faire un état des lieux. Alors, il peut être individuel, il peut être collectif, mais et attention, hein, incompétence, pour moi, ça veut pas, c'est pas absolument pas négatif. Je vais pas forcément utiliser ce terme-là avec mes experts, mais je vais juste me dire, ok, où ils en sont dans leur pratique de la pédagogie et du sujet. Et ils peuvent être de bonne foi incompétents, inconscients, parce que pour eux, l'objectif, c'est de montrer le référentiel, alors que la demande de l'organisation, c'est que les personnes sur le terrain utilisent le référentiel. Autrement dit, ils se trompent de compétences. Donc, premier élément, faire un état des lieux. Deuxième élément extrêmement important, et vous l'avez évoqué précédemment, identifier où ils en sont, quelles réactions ils ont par rapport à la transformation. Est-ce qu'ils sont dans le déni? Ils pensent que ça ne les concerne pas, que c'est les apprenants qui maintenant décrochent. Vous savez, hein, Jérôme, c'est les jeunes. Les jeunes, maintenant, ils n'écoutent plus. Avant, c'était mieux. Est-ce qu'ils sont dans le déni du fait que c'est leur pratique qui est à faire évoluer? Ou est-ce qu'ils sont dans la résistance? C'est-à-dire, effectivement, ils partent du principe qu'ils n'ont pas le temps. Parce que peut-être qu'on leur a dit qu'on allait tout changer, qu'on allait tout modifier, que rien n'allait. Peut-être que réellement, ils ne voient pas l'intérêt d'utiliser du digital. Il y a plein de formations dans lesquelles on a mis, vous savez, ces fameux smartphones où on clique dessus pour faire ludique, et ça ne sert à rien. Ou alors, ils sont dans l'exploration, ils ont commencé à regarder, ils ont essayé. Ou alors, ils sont dans l'engagement, ils font déjà des choses. Et en général, dans un groupe d'experts, on va avoir ces 4 profils. Et j'aurais tendance, moi, si c'est possible, à démarrer par des personnes dans l'engagement et l'exploration, de façon à en faire des alliés, parce que quand ces personnes-là donnent des exemples à leurs collègues dans le déni ou dans la résistance, ça aide considérablement dans la démarche. Mais vous avez beaucoup de personnes, quand on démarre des formations de formateurs, moi j'en ai beaucoup, ainsi que mes collaborateurs, où on leur dit je voudrais une astuce pour que les apprenants ils accrochent et qu'ils ne décrochent pas. Et non, c'est souvent que votre scénario pédagogique, enfin, c'est pas ce qu'on leur dit, hein, mais c'est souvent que le scénario pédagogique, il n'y en a pas. Troisième élément que l'on va voir, c'est effectivement quels sont, d'après eux, leurs propres doutes, les propres mythes, qu'est-ce qu'ils ont en tête. Alors, je vous ai listé les 11 et 12 mythes qu'on peut retrouver chez un expert métier, et je vous demande, d'après vous, de choisir les 2 ou 3 qui vous paraissent les plus présents dans votre environnement. Donc, mettez les numéros. Alors, ils sont tous bien, hein, mais quels sont pour vous, pour vos experts métiers avec lesquels vous interagissez, les principaux doutes, mythes qui font qu'ils ont du mal ou qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans ce changement de pratique. Alors, Camille dit « Ma méthode marche avec moi ». Oui, absolument. Donc, regardez dans le chat, donc 2, 3, 8. Ouais, plus on en dit, plus il en reste, effectivement. D'accord, il faut tout montrer. Voilà, le grand classique. Et le 2, beaucoup de gens disent plus on en dit, plus il en reste. Alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai. Donc 1, 10, 10, les jeunes décrochent plus vite. Ah oui, hein, c'est plus comme avant. Hein. Alors moi, j'ai une idée sur les jeunes, c'est que les jeunes nous montrent beaucoup plus rapidement qu'ils décrochent. Alors qu'avant, les autres faisaient semblant de nous écouter ou prenaient des notes. Les notes qui restaient bien évidemment au fond du tiroir et qu'on ne regardait jamais. Alors, Arnaud en choisit 4. Alors après, moi, ce que je ferais, c'est que je regarderai puis je vais voir s'il y a le 10 ressort pas mal. Voilà. Hein, c'est la faute aux autres. Le 10, le 8. Oui, Gaël, bien sûr. Alors, moi, j'ai tout. Enfin, je suis un très bon apprenant parce que quand ça m'intéresse, j'accroche et quand ça ne m'intéresse pas, je décroche, mais je ne gêne pas le formateur. Mais effectivement, maintenant, ils nous le montrent. Ils regardent leur smartphone. Alors, d'ailleurs, même quand ils accrochent, certains regardent leur smartphone, ou en tout cas en cette tentation. D'accord ? J'ai toujours fait comme ça, et ça, c'est magique. Est-ce que vous en voyez d'autres? Parce que je me suis arrêté à 11. Hein. Est-ce que vous en voyez d'autres? Ils n'ont pas le niveau. Ah oui. Ah, dit Adeline. Bah oui, ils n'ont pas le niveau. Bah. Mettez-moi des experts. Hein. Bah non. On va adapter sa formation si on est avec des experts ou si on n'est pas avec des experts. Donc, effectivement, on va regarder, et c'est important, cette phase de cadrage, de regarder
Alors, hop, toi nous dit le 5, tout est connecté. Ah oui, alors, attention, si je n'ai pas tout présenté, alors, et puis, il faut absolument que je leur parle de ce cas qui arrive une fois tous les 20 ans, mais comme ça, ils seront au courant. Ça, c'est le grand classique. Pour un peu qu'un des apprenants, qu'un membre du groupe pose une question sur un sujet pointu, et c'est parti. Hein. Pendant 1 heure, l'expert va répondre sur ce sujet pointu et va perdre tous les autres. Ils ne sont pas motivés. Ah oui, Jérôme, il faudrait qu'ils soient motivés. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et c'est important dans cette phase de cadrage de bien comprendre quel est le contexte et quels sont les éléments qui sont dans la tête de nos experts métiers et qui ont raison d'être là. Il n'y a pour moi aucun côté négatif à résister. Ce sont des points de vue qui sont liés à l'histoire, qui sont liés. Si moi, en tant qu'apprenant, j'ai appris en prenant des notes et j'aime bien qu'on présente plein de choses, j'aurais tendance à le reproduire auprès de mon environnement. Donc, une fois qu'on a cadré, on va passer à la phase de préparation. Puis on va se dire, OK, bah, déjà, partons de ce qui existe. Ne faisons pas table rase. Partons des bonnes pratiques. Faisons des retours d'expérience. Capitalisons. Et puis, par qui on démarre. Et puis, peut-être déjà leur montrer très simplement comment augmenter l'efficacité d'une action de formation existante. Comment très simplement, en n'y passant pas trop de temps, vous passez de horrible à moyen ou de moyen à bien. Pour que, en réussissant ça, ils aient envie d'aller plus loin. Alors, je parle bien de l'expert métier dont ce n'est pas le métier que de devenir formateur. Un expert métier qui va devenir formateur aura, lui, plus de possibilités et plus de temps. Donc, on va effectivement préparer et identifier des gains rapides. Pour que l'expert métier se dise en faisant, finalement, grâce à ça, ça se passe mieux, c'est plus efficace. Alors, ce qui va être important, c'est effectivement d'adapter son action et d'avoir la stratégie des petits pas. Voilà, démarrer par améliorer l'existant. Et puis, pour ceux qui l'ont déjà fait, bah, s'améliorer sur animer des modalités. Et puis, commencer à intervenir dans une équipe de conception en apportant son expérience ou sa connaissance du terrain, mais en étant accompagné par des concepteurs. Et puis, ensuite, une fois qu'on a pris de l'habitude, animer sur d'autres modalités. Et puis, à la fin, effectivement, en ayant connu ces différents éléments, concevoir des parcours multimodaux. Mais si on a un expert métier qui débute et qu'on le met à concevoir des parcours multimodaux, on va avoir de la présentation par un expert métier à travers des multimodalités. Et cette notion de stratégie des petits pas est extrêmement importante. Alors, ces petits pas s'étalent sur quelle durée? Excellente question, Arnaud. Ben, ça va dépendre du cadrage, ça va dépendre du besoin. Si par exemple, l'organisation décide qu'un expert va avoir 10-20% de son temps dédié à accompagner ses collègues et à faire de la formation, on procédera différemment dans un mois, on doit déployer au sein de l'entreprise une nouvelle formation. On a 10 experts métiers qui ont été repérés et on va avoir 3 demi-journées pour faire en sorte que leur pratique soit plus efficace. Et si on a 3 demi-journées, il faut avoir des objectifs réalistes pour non pas tout changer dans leur pratique, mais faire en sorte qu'ils aient une pratique plus efficace. On doit partir de la fin. Dans le temps dont je dispose, qu'est-ce qui va être raisonnable? On doit être aussi cohérent. Si les formations de formateurs qu'on leur propose sont des formations dans lesquelles on présente tout ce qu'il y a à faire, c'est normal qu'ils ne changent pas de pratique. On doit s'appliquer à soi-même ce qu'on va leur demander de faire. Vous avez après, donc effectivement, et une fois qu'on a lancé, alors j'attire votre attention sur le fait que ce parcours doit être accompagné par quelqu'un qui va pouvoir les accompagner à différents moments. Alors ça peut être quelqu'un dans l'organisation, ça peut être un responsable de formation, ça peut être un expert métier qui a déjà du recul sur sa pratique, mais les experts métiers, ce qu'ils attendent, c'est pas un spécialiste de la formation. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui a des expériences, des heures de vol, qui connaît son sujet, mais qui n'est pas forcément l'expert international, qui ne va pas leur donner les 353 méthodes. Parler à un expert métier de behaviorisme, c'est intellectuellement intéressant, mais ce n'est pas forcément ce qu'il va rechercher. Et puis, qui a déjà fait suffisamment pour pouvoir avoir de l'expérience, de la légitimité et de la crédibilité, et surtout, qui va apporter le juste nécessaire. Et c'est un vrai travail à faire sur soi, d'apporter le juste nécessaire, parce que si on apporte trop, on va faire peur aux experts métiers.
Et puis surtout, c'est ce que je mets, hein, qui pratique ce qu'il dit. C'est-à-dire que l'expert métier puisse se dire, ah oui, ce que fait mon accompagnateur, c'est ce que moi je dois faire. Et non pas, ah bon, mon accompagnateur, il m'a montré les 53 méthodes pédagogiques. Ah ok, comment je fais? D'accord? Alors, maintenant, quelques idées sur les 3 causes principales. Donc déjà, quand vous regardez à droite, je vous ai mis la photo du bureau d'Einstein. D'accord? Un expert métier, au quotidien, fait l'expertise, répond à des questions, travaille, produit, etc. Sauf que la plus grosse difficulté, et on le voit bien dans la FEST, hein, c'est pas de montrer aux autres, c'est de formaliser sa pratique, donc de l'aider à prendre du recul, de l'aider à rendre explicite ce qui paraît évident, ou ce qui lui paraît tellement évident qu'il l'a oublié. Alors, Andrea dit l'accompagnateur peut être un ingénieur pédagogique. Alors, ça va être en fonction de la disponibilité, à condition que l'ingénieur pédagogique soit lui aussi un bon accompagnateur. C'est pas parce qu'on a été formé à la conception pédagogique qu'on est forcément un bon accompagnateur. Ça peut être le cas, mais c'est pas obligatoire. C'est un métier différent. Concepteur, ingénieur pédagogique, et être capable d'accompagner un expert. Lui apprendre à faire simple, lui apprendre à ne pas tout transmettre, et l'amener à se centrer sur ce qui sera utile, utilisable et utilisé. Ce qui implique quelquefois de l'amener à formaliser. Le deuxième point, et c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que ça leur parle, c'est souvent ils ont une méconnaissance de la conception pédagogique. Et moi j'aime bien prendre l'exemple de la visite du musée. Vous êtes guide dans un musée, vous êtes au Louvre et vous avez 3 heures pour que votre groupe visite le Louvre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez des experts, ils vont courir pendant 3 heures, on aura tout vu, on n'aura rien vu, et à la fin, on se dira, waouh, il est grand le musée. Alors, éventuellement, il y a des gens qui reviendront après derrière. Ou à l'inverse, il y a le guide qui s'arrête sur une œuvre, on n'a vu que celle-là, alors si on venait là pour ça, tant mieux, mais si on venait pour voir d'autres éléments, on peut être déçu. Donc, on va effectivement doser le ni voir trop de choses, ni n'en voir qu'une seule, en tout cas en se centrant sur le besoin réel des apprenants. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est en fonction du groupe. Que vous soyez un guide génial ou pas, si vous parlez à un débutant, au bout de 3 heures, le lendemain, il se souviendra que de 2-3 trucs, parce que pour lui, tout est nouveau. Si vous avez un amateur, ça sera plus facile parce qu'il connaît déjà certaines choses. Et puis, si vous avez quelqu'un qui pratique, il va poser des questions. Et puis, par moment, il risque de décrocher si vous lui apprenez ce que vous savez déjà. Et puis, si vous êtes avec un autre expert, lui, en général, il va poser des questions hyper précises. Donc, on doit aussi, dans son scénario, se dire, est-ce que ma formation est destinée à des experts? Et dans ce cas-là, on va être sur l'interaction, des cas précis. Mais si c'est pour des débutants, on ne peut pas faire de la même manière que pour des experts. Parce que l'expert, lui, connaît déjà, alors que le débutant découvre. Et si vous donnez trop d'éléments à un débutant, il décroche. Je présente un nouveau logiciel. Si les gens ne connaissent pas et que je présente trop d'éléments du logiciel, ils vont complètement être perdus. Si par contre, c'est une fonctionnalité nouvelle dans un logiciel qu'ils connaissent déjà, ça sera plus facile parce qu'ils connaissent. Et une fois qu'on les a sensibilisés à ça, dans le scénario pédagogique, 23 objectifs pédagogiques en une demi-journée, c'est juste 20 objectifs pédagogiques de trop. Alors, et du coup, effectivement, alors c'est important, alors déjà dans la conception de définir quel niveau, et puis après, au démarrage de la formation, d'identifier est-ce qu'on a bien les bonnes personnes, et on a tous eu en tant que formateur, c'était pour des débutants et on a quelqu'un d'expérimenté. Mais si notre pratique pédagogique nous permet de s'appuyer sur lui, donc c'est le 3e point, on va effectivement leur apprendre à varier la palette de leurs actions. Un exposé peut être interactif, et si j'ai un autre expert dans le groupe, par moment l'utiliser. On va utiliser aussi tout un tas d'éléments. Et puis souvent, ce qui manque pour les experts, c'est les séquences de réactivation, c'est-à-dire plutôt que d'apprendre aux gens ce qu'ils savent déjà ou de leur rappeler comment je vais réactiver ce qu'ils devraient savoir, comment je vais revenir plusieurs fois sur 2-3 sujets pour le consolider, et surtout, comment je vais mettre en place des séquences pour assurer le transfert. C'est-à-dire, après la formation, ils seront capables de faire, et pas simplement de savoir. Ils seront capables de trouver l'info dans le logiciel, ils seront capables de faire la réparation, ils seront capables de... D'accord?
Alors, le learning, bah voilà, apprentissage sur le terrain, enfin, après, tous ces éléments qui vont faire qu'on ne part pas du contenu, mais qu'on part de ce qui va rester. D'accord? Alors, et puis, dernier point important, et effectivement, c'est rarement fait parce qu'on se contente, et pourquoi pas, hein, d'une formation de formateur. C'est quand un expert métier a travaillé, bah, de reconnaître ses efforts et ses réussites vis-à-vis des apprenants, mais aussi vis-à-vis de son organisation. Et je vois maintenant de plus en plus pourquoi est-ce qu'on crée des académies, des universités? Parce que ça permet de rendre visible et valoriser le temps qu'il a passé. De faire par moment des ateliers de retour d'expérience entre formateurs et experts métiers pour capitaliser les bonnes pratiques. Et puis, on peut commencer à monter, à progresser dans la difficulté. On a réussi sur une formation qu'on maîtrise, on va aller sur un sujet qu'on connaît un peu moins bien. Et puis aussi de diffuser les autres dans d'autres cercles, d'autres experts, de rendre visible le fait que être un formateur, c'est un vrai métier. Et puis créer un esprit. Alors après, ça peut être un local, ça peut être un endroit, comme ça peut être une communauté. Tout ce qui va faire que l'expert métier qui a démarré dans le monde de la formation développe des compétences, en voit le bénéfice, voit que c'est intéressant, ce qui donne envie de continuer. Mais ce qui veut dire que la démarche doit être adaptée au contexte, aux besoins, et pas simplement plaquée par on va vous inscrire à une formation de formateur. D'accord? Alors, en conclusion, juste avant qu'on ait un échange, je voulais revenir sur quelques exemples. Alors, volontairement, dans d'autres webinaires, je rentre plus dans le détail, mais là, je ne peux pas, parce que si je rentre dans le détail, ça va indiquer avec qui on a travaillé. Vous avez des ingénieurs, un groupe d'ingénieurs qui fait des PowerPoint de 120, 150 slides pour une journée. Et puis, ces ingénieurs, ils mettent des équations parce que pour eux, les équations, c'est important. C'est juste que la formation est destinée à des opérateurs terrain. Ils savent bien que les ingénieurs font des équations. C'est juste que pour eux, savoir ce qu'il y a à faire sur le terrain auprès du matériel, il y a assez peu d'intérêt. Donc, le travail a consisté à enlever ce qui était superflu et surtout à faire en sorte qu'à l'issue du temps passé, les opérateurs sur le terrain soient à l'aise pour mettre en œuvre ou se posent les bonnes questions ou à ce moment-là sollicitent les ingénieurs. Un autre groupe d'experts, on est sur des techniciens expérimentés qui devaient former d'autres techniciens. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient un support PowerPoint et qu'ils avaient plusieurs jours, mais qu'il n'y avait pas de scénario. Donc, ils avançaient. Et puis, en fonction, certains, à la fin de la première journée, ils avaient fait 10 slides, d'autres 50. Et puis, il y avait un moment donné, il y avait un long passage de photos représentant plein d'objets. C'est juste que sur les 100 photos possibles, il y en avait une dizaine qui étaient réellement utilisées partout. Et puis, ils avaient des moments très théoriques descendants et des moments très pratiques. Et en retravaillant la scénarisation, ça a permis pour eux d'être plus efficaces et surtout pour les apprenants d'arriver beaucoup plus à l'objectif. Vous avez après, dans une banque assurance, là c'était formation en situation de travail, des experts qui passaient dans les agences, qui restaient 1 heure, qui présentaient beaucoup de sujets, qui souvent étaient utilisés pour résoudre des cas particuliers. Donc ça marchait bien pour les collaborateurs sur le terrain, sauf qu'il y avait peu de transfert. Et en travaillant avec eux sur ce que c'est qu'un parcours pédagogique, ça leur a permis d'être beaucoup plus efficaces. Voilà. Après, vous avez des exemples sur des ERP, SAP, ça marche très très bien. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder avec vous. Je suis intervenu avec des concepteurs et des formateurs d'un ESN, alors ex-SS2I, dont la demande, c'était nous sommes amenés à interagir avec des experts métiers et on a beaucoup travaillé sur comment se positionner, nous concepteurs et formateurs, comme étant des experts vis-à-vis d'experts métiers qui ont l'impression que la formation n'est pas vraiment une expertise. Donc, on voit bien que ces différents sujets sont extrêmement importants. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir s'il y a des questions, s'il y a des choses, que je n'ai pas présentées dans ce webinaire ou des questions que vous avez. Sachant que j'ai remarqué qu'il y a eu pas mal d'interactions. Je vois Denis qui dit on vend des belles oranges pas chères. Oui, oui. Voir le sketch de Fernand Reynaud où à la fin, il n'y a plus rien. Donc, on doit faire des choix. Il y a des choses qu'on va enlever, puis il y a des choses qu'on va laisser ou qu'on va mettre dans les annexes. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous avez? Alors, bien évidemment, ce slide montre que tout ce que je vous ai présenté et que ce concept, on est capable de le faire, mais ça, c'est la page promo. Mais sinon, revenons sur le sujet des experts métiers.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez que j'aborde? Donc, je vois qu'il y a marqué question. Comment mesure-t-on les progrès du SMI? Enquête de satisfaction, évaluation des compétences des apprenants. Alors, Gaël, déjà, il y a le retour des apprenants par rapport aux formations. Il y a aussi le retour de l'expert. C'est intéressant de lui donner des repères pour qu'il comprenne qu'à la fin d'une formation, que les apprenants soient contents, c'est bien, mais aussi, est-ce qu'il a pu remarquer qu'ils se sentaient à l'aise pour faire, que ça leur paraissait faisable. Et c'est intéressant que l'expert apprenne à auto-analyser ce qui fait la réussite d'une formation. Quand on auto-analyse que l'évaluation d'une formation réussie, c'est de la réaction, de l'apprentissage et du transfert, ça permet d'être beaucoup plus efficace. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eugène dit, est-ce que le webinaire peut être écouté en différé? Oui, mais absolument. Il est enregistré et je vais le rendre disponible sur YouTube très rapidement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment menez-vous l'état des lieux, dit Isabelle. Déjà, quand on est extérieur, on le fait avec nos interlocuteurs formation. Et puis, c'est intéressant d'avoir des interviews avec certains intervenants. Alors, pareil, on va choisir un panel d'intervenants, alors pas forcément les plus réfractaires ou pas forcément les plus engagés, mais d'avoir un panel et on leur envoie souvent un autodiagnostic ou un recueil des attentes. Alors, Camille dit bilan à 3 mois et à 6 mois du N+1. Alors oui, alors après, quelquefois, une action ou deux que l'on met en place ou que l'on réussit, c'est beaucoup mieux que les grands plans d'action qu'on ne met jamais en place. Attention, hein, vous avez bien l'expert métier qui se rend disponible alors que son travail continue n'est pas le même que l'expert métier qui va être dédié à faire de la formation. Hein, et on est bien toujours sur le fait de doser. Mais c'est pareil pour nous en tant que formateurs. Hier et avant-hier, j'ai animé une formation sur la conduite, la réussite des projets. Je me suis adapté à mes apprenants de façon à ce que dans leur projet et par rapport à leur pratique, ils améliorent l'efficacité de leur projet. Le but n'était pas de les former à l'ensemble des méthodes sur la conduite de projet. Il y a pour ça des formations assez longues. Alors, tout l'effort revient au formateur. Avec quelle itération l'accompagnateur doit être présent pour que le formateur se sente soutenu? Ça dépend. C'est une réponse c'est une réponse des. Avec quelles itérations alors, si vous avez au démarrage un expert métier qui ne se sent pas à l'aise, ça peut être intéressant de faire de l'accompagnement à l'animation. Ça nous est déjà arrivé souvent sur des sujets que l'on lance où l'expert métier ne se sent pas forcément complètement à l'aise d'intervenir en tant qu'animateur de séquences pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va faire le lancement et puis on va solliciter l'expert et puis à certains moments, on va réguler ses ardeurs de tout présenter. Et ce qui est intéressant, c'est régulièrement de faire des débriefings avec lui. En disant, voilà, à ce moment-là, je vous ai demandé parce que. Et puis, à la fin de la journée ou de la mi-journée, de débriefer sur le contenu et aussi sur le retour d'expérience. Ce qui permet en temps réel qu'ils voient ce que ça donne. Alors, comment aider les personnes qui sont dans l'incompétence inconsciente? Alors, l'incompétence inconsciente peut être... l'incompétence inconsciente, c'est je pense que je fais bien alors que je ne fais pas ce qu'il faut. Est-ce qu'ils sont là-dedans parce qu'ils sont dans le déni, c'est-à-dire ce que je fais, c'est bien et c'est à cause des autres ou il n'y a pas besoin, ou est-ce qu'ils sont dans l'incompétence inconsciente, ils se rendent bien compte que ça ne marche pas, mais il ne va pas forcément par quel bout le prendre. Je suis un expert de la gamification pédagogique, je fais des jeux depuis 30 ans. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent si les formations ne sont pas efficaces, on va mettre du jeu. Si la formation n'est pas efficace, rajouter un jeu, ça rendra juste ça un peu moins horrible, mais ça sera un peu plus efficace. Si par contre, à ce moment-là, on se rend compte que ce qui va aider l'expert métier à animer, c'est une activité ludique qui fait que ce sont les apprenants qui échangent et partagent, et lui vient donner de l'expertise quand il y a besoin, ça sera super efficace. Mais un expert métier qui anime un jeu, ça peut être juste horrible. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à un expert métier qui a animé un jeu. J'ai cru que j'allais m'ouvrir les veines tellement il l'animait mal.
C'est-à-dire qu'il n'exploitait pas du tout. C'était purement vous répondez rapidement et ceux qui seront les plus rapides auront gagné. Mais j'ai travaillé avec cet expert métier réellement de bonne foi. Il trouvait que le jeu, ça rendait ça plus sympa. Alors parfois, le SMI ne se rend même pas compte que la formation est pourrie. Mais si ses collègues, durant la formation, disaient à la fin « Ah, c'était bien, il est sympa, etc. » c'est important. Un apprenant peut dire à la fin que la formation n'était pas adaptée. Ça ne remet pas en cause l'expert métier. C'est juste que ce n'était pas ce qu'il voulait, ce n'était pas utile. Hein, c'est important. Alors, l'expert métier ne voit pas l'intérêt du jeu. Alors, dans certains cas, il a raison. Il a raison. Parce que peut-être que le jeu ne répondrait pas à son besoin. Alors, Andrea dit construire une grille d'évaluation du formateur à distribuer aux stagiaires. Voilà. Normalement, toutes les formations devraient se finir. Alors, ce n'est pas forcément le cas des formations internes, mais moi, en tant que formateur externe, toutes les formations, à la fin, il y a une évaluation du travail du formateur. Alors, Alexis me pose une question. Oula, quel est le temps nécessaire pour transformer l'expert métier en véritable concepteur pédagogique? Alors, ça peut aller de quelques minutes. Et réellement, hein, j'ai eu des experts métiers, j'ai accompagné des experts métiers où c'était vraiment du gâchis parce qu'ils avaient tout bon. C'est juste que comme leur état d'esprit, c'était plus j'en mets, plus il en reste, ils rajoutaient plein de trucs. À partir du moment où ils ont compris que le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça a été assez facile. Parce que l'ambition, c'était qu'ils atteignent la marche raisonnable. Donc, un véritable concepteur pédagogique, si l'objectif, c'est véritable concepteur pédagogique de sa modalité, de son sujet, la marche est beaucoup moins haute que je veux qu'il devienne un véritable concepteur pédagogique qui va recréer le catalogue de formation de notre organisation. Dans ce cas-là, un certain temps. Un certain temps. En interne, comment identifier nos experts métiers compétents, conscients? Souvent, ils ont des supports pédagogiques, souvent, ils ont des livrets. Alors, vous pouvez avoir l'expert métier compétent, conscient, qui vient de faire une formation ou qui a vécu un parcours pédagogique où il y avait des formations et il reproduit ce qu'il a fait. Mais quelquefois, il applique les méthodes sans forcément les avoir digérées. C'est-à-dire, lui va vous présenter les 352 méthodes projet qu'il a découvertes durant ses études d'ingénieur. Parce qu'il va reproduire. Non, ce qu'il va falloir, c'est l'amener à digérer pour qu'il se dise, il y a peut-être 352, enfin, il y a X méthodes. Par contre, pour les gens que je vais former, pour eux, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent l'importance de la phase de cadrage ou qu'ils comprennent que pourquoi est-ce qu'il faut gérer le planning. Alors, il y a... j'essaie de regarder, moi, donc il y a beaucoup de travail fait sur le retour sur investissement du programme. Comment travaillez-vous sur l'impact du changement? Si on regarde, on fait beaucoup de formations changement et je constate que la plupart des changements se passent mal parce que souvent, la plupart du temps, le projet, il est mal ficelé. Ce n'est pas un projet, c'est un rêve. On veut transformer nos experts métiers en formateurs. Ça, c'est une ambition. C'est une ambition, ce n'est pas un projet. Le projet, c'est voilà, on est aujourd'hui au mois d'octobre. L'ambition, c'est que pour telle période, on soit arrivé à ça et qu'on ait vu telle progression ou telle évolution. Ça, c'est le projet. Maintenant, à l'intérieur de ça, regardons l'écart entre ce à quoi on veut arriver et d'où on part. Et ce qu'on doit faire et comment faire pour accompagner la transition. Hein, mais c'est important. Cette phase de cadrage, elle est fondamentale. Il n'y a pas de conduite du changement s'il n'y a pas de situation A et situation B et qu'elle n'est pas clarifiée et cadrée. Sinon, c'est juste des vœux pieux. Alors, attendez, je vois qu'il y a une question qui m'a été posée. Est-ce que le webinaire peut... Alors, à la fin de l'enregistrement de la vidéo, vous allez recevoir très rapidement, vu que vous êtes inscrit par mail, le lien pour aller regarder sur Livestorm cette vidéo. Et puis ensuite, très rapidement, je vais la publier sur YouTube et vous recevrez le lien aussi. D'accord? Donc, moi, j'avais prévu 45 minutes. On a un peu débordé. Moi, je vous propose qu'on continue pour ceux
pour qui c'est possible. Et puis pour ceux qui ont des réunions ou des choses prévues, vous arrêtez là et vous aurez l'enregistrement du webinaire. Je vous propose qu'on continue encore 5 minutes et puis après on peut changer sur les réseaux sociaux. Donc, je reviens. Alors, hop. Dans le chat, il y avait une question qui était... oui, on pourrait... Adeline dit super intéressant pour en discuter des heures. Absolument. Le but de ce webinaire, c'est de lancer le sujet, c'est de partager mon point de vue, et puis aussi en regardant ce que vous avez écrit, d'enrichir mon propre point de vue. Hein. J'apprends tous les jours, c'est l'intérêt de ce métier. Donc, vous utilisez des skill maps. Alors, Gaël, pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par skill map? Je pense, est-ce que c'est des cartes mentales? Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que vous entendez par skill map? Voilà, parce que cartographie voilà, je travaille en anglais. Non, mais on a beaucoup de franglais hein, dans le langage de la pédagogie. Cartographie des compétences, liste des compétences. Alors, c'est une possibilité. Bien évidemment, une académie, une université peut travailler par rapport à des cartographies. Vous aurez d'un côté la cartographie des compétences. Après, d'un autre côté, ce qui va être important, c'est la mise en œuvre réelle des compétences. Donc, oui, à terme, c'est intéressant d'avoir une cartographie des compétences et d'identifier, en tout cas de communiquer ou de formaliser auprès des experts métiers ce qui est attendu de leur part dans leur rôle. Après, l'intérêt, c'est surtout que dans la pratique, parce que je reviens toujours, un expert métier dont ce n'est pas le métier, il faut vraiment lui donner le juste nécessaire pour améliorer sa pratique. Ce qui est très différent d'un expert métier qu'on va solliciter plusieurs fois, d'un expert métier qui va devenir formateur ou qui, dans un projet, va être formateur. Donc, je vous conseille toujours de partir du besoin et pas des outils. Mais effectivement, et alors, faire émerger cette cartographie des compétences par un groupe d'experts métiers ou par des gens qui sont impliqués dans la formation et qui sont en lien avec les experts métiers est un bon moyen qu'ils se l'approprient. Moi, j'ai vu quelquefois des cartographies d'un côté, mais les gens sur le terrain, pour eux, ça ne leur parlait pas du tout. C'est un langage RH, c'est un langage pédagogique. Alors, est-ce qu'il reste d'ultimes questions avant que j'annonce la conclusion de ce webinaire? Moi, les thèmes des webinaires, je les choisis en fonction des questions que me posent mes clients, des relations que j'ai. Enfin, j'ai accompagné plusieurs groupes, j'ai formé plusieurs groupes de formateurs, d'experts métiers, de concepteurs, d'apprenants, et c'est ce qui me donne l'envie de faire des webinaires. Donc, est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que globalement, vous êtes content d'être venu? Merci Mathilde, merci Serge, alors merci Gaël. Alors, ce qui est intéressant avec les webinaires, c'est comme c'est enregistré, et c'est là où le digital est un très bon outil, c'est que ça vous permet après de le regarder, de le reprendre, de prendre des notes. Donc, il y a des fois, je suis allé vite, mais c'était parce que mon ambition, c'était de poser le sujet. Alors, Adeline dit, faites-vous des formations spécifiques? Oui, absolument, sur les comment accompagner le changement dans la posture pédagogique, ce qui implique de maîtriser et le changement et la posture pédagogique, ce qui est notre cas. Alors, le prochain meet-up est quand? Alors, le prochain meet-up sur réinventer la formation en présentiel devrait être au mois de novembre, je vais bientôt l'annoncer. Et il y a un autre meet-up que j'ai repris qui est réussir le changement en entreprise, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je vais bientôt annoncer le nouveau sujet qui va être autour de comment embarquer les managers dans le changement, parce que ça, c'est un vrai besoin. Par contre, ça va être dans un lieu nouveau, donc il faut d'abord que j'aille visiter ce lieu avant de communiquer sur le sujet. Alors, avez-vous des sources dans la recherche pour appuyer ces propos de transformer un expert en formateur? Ah, Andrea a des sources, il y en a de multiples. Les auteurs, il y a André Tricot. André Tricot est un magnifique auteur qui a écrit plusieurs bouquins sur les mythes. Et véritablement, alors, il prend un mythe auquel il croit, il prend un sujet auquel il croit, et il dit, voilà, moi, je vais regarder dans la recherche ce qui prouve que, ou ce qui prouve que pas du tout.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il dit, même si la recherche ne prouve pas, si pour vous, cette modalité pédagogique est bonne, continuez. Alors, je vous conseille ces bouquins, ces vidéos, ces podcasts. Moi, j'adore André Tricot, il me fait toujours rire, enfin, sourire, et c'est un vrai grand professionnel. Vous avez après aussi Stanislas Dehaene et ses 4 leviers sur l'apprentissage qui sont l'attention, l'engagement, le retour d'information et la consolidation. Vous avez après un auteur québécois qui s'appelle Steve Bissonnette et qui a écrit un ouvrage sur l'enseignement explicite. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, c'est plutôt destiné aux classes, mais c'est finalement comment est-ce que les élèves apprennent. Le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages, voilà, l'innovation pédagogique, mythe et réalité, vraiment, je vous le conseille, mais je vous conseille aussi l'autre sur le numérique. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de recherches qui sont faites sur les enfants, sur les jeunes, mais il y a assez peu de recherches qui sont faites dans la pédagogie sur les adultes en situation de travail. Alors, pour Info Nectar 3, Arnaud Batrick et Emmanuel, d'accord, ça marche. Est-ce que vous connaissez d'autres bouquins intéressants? Alors, et que les autres bouquins, que les autres auteurs ne se formalisent pas. Hein. Moi, j'adore lire, je lis beaucoup de bouquins, mais André Tricot, Olivier Audet aussi sur apprendre à résister à nos habitudes, à nos algorithmes et autres. Donc, pour le changement, c'est cadré. On va où, on part d'où, se préparer, on en est où, comment on va faire, accompagner la réussite et stabiliser. D'ailleurs, stabiliser, c'est faire du retour d'expérience de réussite précédente. Est-ce que c'est bon? Sur ce que je vous propose juste en termes dans le chat, de 1 à 5, 1 étant c'était nul, j'aurais mieux fait de pas venir, à 5, super, c'était bien, je reviendrai. J'aimerais bien votre ROTI. Alors ROTI, hein, c'est le retour sur le temps investi, hein, R-O-T-Y en anglais. Mais 5, 5, 6, merci Gaël. 5, 5, 5, excellent. Donc, je vous propose de clore. Oui, Philippe Mérieux, effectivement, très intéressant à lire. Alors, ce qu'il faut, c'est lire, puis après se dire comment ça peut m'aider dans ma pratique. Hein, c'est faire de la curation. Excellent. Merci Barbara. 6, 2 à 5, 6. Sur ce, je vous remercie. Donc vous allez recevoir très bientôt le lien pour aller voir sur Livestorm la vidéo qui a été enregistrée. Et puis dans quelques jours, je publierai sur YouTube via LinkedIn le lien pour aller voir. Et a priori, si vous regardez sur Livestorm, vous devez avoir un bouton quelque part pour télécharger ma présentation. Comme ça vous permet d'avoir les éléments. Sur ce, je vous dis bon appétit, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Attendez, il y a une dernière question qui est des sources dans la recherche sur les 4 étapes de... Alors, les 4 étapes, c'est des étapes... j'ai lu, une centaine de bouquins sur la conduite du changement, la réussite des changements. Et c'est plutôt quelque chose que moi j'ai formalisé, mais je l'ai pas inventé. Hein. C'est venu comme ça. Ça m'est apparu. Donc j'ai sûrement vu quelque part, mais je suis incapable de vous dire où. Merci, à bientôt, bon week-end. Salut.